Bon jeudi et bienvenue à Mojito Electro, le podcast de la communauté Avantage numérique. Le Forum Avantage numérique 2021 a débuté hier et c'est sûrement pas une pandémie mondiale qui va nous empêcher de se retrouver autour d'un mojito pour jaser de technologie numérique. D'ailleurs, on a même droit à un setup super high-tech de feu, un théâtre pour nous seuls au complet. On se sent vraiment comme dans un show broadcast ultra professionnel. Camille, est-ce qu'on va y prendre goût, tu penses? Ah, c'est sûr, moi, les prochains épisodes, je vais demander ça, mais partout. Moi, je pense aussi. Je pense qu'on va devenir des princesses. Effectivement, oui. Allô, Maude. Je suis bien contente, en fin de compte, de te voir, qu'on se retrouve. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu de mojito ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit mojito électro, puis ça m'avait manqué. En plus, effectivement, on est gâtés. Et oui, et on n'a même pas lésiné. On s'est dit, c'est l'heure du dîner, c'est pas grave. On se fait quand même un mojito. Puis même nos invités, on les a invités à nous joindre. Fait que ça reste festif tel qu'on l'aime, l'émission. Oui. Je suis désolée, le mojito, autant que tout le monde le sache, le mojito est pas si bon que ça. C'est moi qui l'ai fait. Pas obligé de le dire, Camille. Pas obligé de le dire. Personne ne le sait. J'assume. Puis c'est la première fois en plus qu'on enregistre notre émission au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Puis moi, c'est sûr que je me sens un peu comme chez moi. Et puisqu'on est confortablement installés, Maude, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, dans l'émission d'aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est assez sensible, mais qui, heureusement, fait de plus en plus jaser, c'est la diversité dans les médias numériques. Ça date pas d'hier que les territoires en dehors des grands centres urbains, les femmes, les minorités ethniques, les minorités sexuelles et de genre et plusieurs autres groupes marginalisés que je ne nommerai pas tous sont sous-représentés dans l'univers médiatique. Si l'arrivée du World Wide Web, j'essaie de le dire, c'est pas évident, c'est comme une patate dans la bouche. C'est ça très bien. World Wide Web. Au début des années 90, s'accompagnait de grandes promesses de démocratisation de l'information. Eh bien, on constate 30 ans plus tard que les inéquités sociales, y ont suivi, qu'une hiérarchie s'est installée sur le web, puis que la pression sur les groupes marginalisés s'est accentuée, puis qu'elle est même devenue de plus en plus personnelle, des fois, sur les individus. Alors, la question qu'on pose aujourd'hui est assez simple, mais je pense que la réponse risque d'être plus complexe. Comment peut-on contrer cette tendance-là et faire du web un espace où tous peuvent être représentés équitablement? Rien de moins. Ah ouais. Je pense que c'est une question très, très importante, puis aussi très intéressante. Puis pour en parler, aujourd'hui, on a trois invités. On accueille Émilie Rivard-Boudreau, journaliste, recherchiste, rédactrice, mentor et formatrice. Richard Kistabich, président et fondateur de l'organisme InOcean. Et pour terminer, on a aussi Michael David Miller, vice-président Wikimedia Canada et bibliothécaire agrégé à l'Université de McGill, pour parler de ça avec nous. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, d'entrée de jeu, je t'interpellerai, Émilie, parce que tu as une carrière quand même, ça fait quelques années, plusieurs années maintenant que tu es présente dans le paysage médiatique professionnellement. Ces enjeux-là de représentation, ils datent pas d'hier. Fait que j'aimerais savoir comment toi, tu l'as vécu dans ton parcours, puis aussi un peu, qu'est-ce qui est particulier avec les technologies numériques? Dans le fond, moi, c'est une question que je me suis intéressée comme journaliste, non seulement comme dans les reportages que je fais, mais aussi à observer ce qui se faisait dans ma profession, plus particulièrement dans la couverture journalistique des enjeux autochtones. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les médias numériques? En fait, c'est un peu drôle parce que tous les médias sont numériques maintenant, en fait. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment faire une distinction. Donc, les médias traditionnels maintenant sont aussi sur le web, première chose. Puis, c'est sûr que ce qu'il y a de particulier, c'est que les gens, on se retrouve dans une boucle que quand on consulte Facebook, on consulte qu'est-ce qui nous intéresse, puis plus qu'on consulte ce qui nous intéresse, plus que c'est ce qu'on a. Donc, voilà. Donc, c'est quand même une contrainte. Donc, c'est sûr que, si à la base, il n'y a pas de diversité dans le contenu, il n'y arrivera jamais. Mais même s'il existe, si il n'intéresse pas les gens, ça se peut que les gens le voient jamais.
Et ça, ben, on pourra en reparler plus tard. Et donc, des fois, je vais dire, à sujet égal, là, des fois, il va y avoir des rédactions qui vont choisir un sujet qui va peut-être se promener davantage sur les pages des gens qu'un autre qui est peut-être plus important. Ben, plus important, ça dépend au regard de qui, là. Mais il y a quand même ce souci-là des médias que le contenu circule le plus possible. Donc, je dirais pour le moment, pour la question, c'est ce que je pourrais répondre. Je veux donner, je ne sais pas comment. Ça fait que c'est les contenus les plus populaires aussi qui se ramassent. Là. C'est un peu ça que tu dis. C'est les contenus les plus populaires, finalement, qui font la manchette. Et pas forcément les plus intéressants. Ou pas forcément les contenus diversifiés. Oui. C'est ça. Ça dépend de l'intérêt, comme je dis, de chacun. Tu sais, si quelqu'un a un intérêt pour le contenu qui parle des sujets autochtones ou LGBT, qu'il consulte déjà d'avance dans son fil Facebook, par exemple, mais inévitablement, il va arriver dans son fil. Mais si une personne qui s'informe d'abord par les réseaux sociaux, si elle ne va pas directement sur les médias eux-mêmes, ben n'aura pas accès à ce contenu diversifié-là, même s'il existe. Monsieur Richard, je ferais peut-être rebondir un peu là-dessus sur la présence des Anishinabés, de la culture Anishinabé sur les médias numériques. Il y a quand même quelques canaux. Bon, on a l'impression que les enjeux autochtones commencent à être un peu représentés, mais ça traîne toujours de la patte. Comment vous vivez ça, vous? C'est quoi? Est-ce que la représentation vous semble en voie de s'améliorer ou c'est quoi le travail qu'il y a à faire pour les populations Anishinabé? Il y en a beaucoup. Tu sais, on part de loin, là, on commence par les signaux de fumée. Tu sais, les smoke signals, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là au Canada, ça a été fait, ça s'appelle Smoke Signal. C'était vraiment le début de notre apparition sur Terre. Tu sais, partir de l'endroit, d'occuper cet espace-là, quand on est considéré comme invisible, pendant toute une grande période, puis qu'on commence à faire surface tranquillement, pas vite, c'est des efforts, c'est des adaptations, c'est des... comment dire ça? Notre langue est très difficilement accessible pour nommer les choses telles que le micro, la télévision, la radio. Tu sais, développer la langue en utilisant les nouveaux mots, ça devient un petit peu plus compliqué qu'on peut le croire aussi. Mais effectivement, c'est pas évident non plus de passer à travers ou d'utiliser ces nouvelles technologies-là. Mais quand on était nomade encore, là, tu sais, moi j'ai vécu cette période-là. J'ai vécu la période où on ramait, on prenait notre canot, puis on allait sur le territoire. Et puis un jour, on a rencontré un moteur hors bord. Puis c'était quelque chose, rencontrer le moteur hors bord, là, tu sais. Biobic, on appelait ça Biobic. C'est un tas de ferraille là, qui fait avancer, qui fait laisser nos rames de côté. Et ça a été un changement dramatique chez nous, ça. L'apparition des moteurs hors bord. Il était fixé après un canot, mais nous autres, on l'a utilisé autrement, ce moteur hors bord-là. On s'est mis à la gaine pour l'utiliser. On attachait nos canots derrière celui qui avait la main sur le moteur, puis nous étions des fois à 10, 12 ou 15 canots qui étaient attachés. Quel plaisir de se faire traîner comme ça, tu sais. Ben, je veux dire, il n'y a plus personne qui voulait ramer, là. Tu sais,
Là, on retrouvait ces fameuses perceptions, ces préjugés. Quand on nous voyait passer, les mondes ils disaient « Tiens, les paresseux qui arrivent ». Parce que c'est l'introduction de ce qui avait été écrit dans les manuels scolaires, ça. Les paresseux, là, tu sais. Puis on n'a jamais été capable de traduire ce mot-là, paresseux non plus. Mais à un moment donné, j'ai fait des efforts, puis j'ai fait la traduction du mot paresseux. Anyways, c'est pas évident d'utiliser d'aller occuper un espace, ne serait-ce même que physiquement sur le territoire. Alors, on a deux défis devant nous qui sont permanents. Ils sont là pour rester. Le premier défi, c'est de s'adapter à la société qui nous entoure. Puis le deuxième défi, c'est de rester nous-mêmes avec notre propre identité, notre propre culture et tout ça. Alors, comment concilier les deux? C'est un exercice qui est très ardu, qui est très difficile, mais c'est aussi nécessaire de le faire. On n'a pas le droit de... comment on dit ça? On n'a pas le droit de ne pas aller à l'école. Maintenant, c'est devenu une obligation, c'est devenu une nécessité d'aller à l'école. Mais on n'apprend absolument rien de nous à l'école. Absolument rien. On apprend juste comment fonctionne une douche, puis comment fonctionne un ordinateur. Puis il faut utiliser une autre langue pour apprendre. Puis il faut conserver la nôtre. C'est extrêmement complexe, mais en même temps, c'est tellement passionnant de faire ça, de concilier, de vouloir concilier les deux concepts en un seul. Puis des fois, on se fait pas comprendre à cause de ça, puis ça crée des tensions inutiles à cause de l'incompréhension qu'on peut avoir envers notre façon de voir, envers notre façon de faire. On n'a jamais arrêté pour prendre conscience du concept dans lequel on vivait. Puis là, ça va être la même chose avec ces machines-là. Là, moi, je suis équipé à un colline dans mon petit bureau. J'ai un grand écran là, j'ai un petit écran là, j'ai un télécopieur là, ce que je sais même pas fonctionner, le scan de ça. Puis j'ai évidemment mon téléphone qui me rejoint partout. Je sais même pas le centième de ce que je devrais savoir. Comment fonctionne cette machine-là? C'est pas... Hier, j'étais stallé avec mon ordinateur. Hier, j'étais sigillé pour une conférence de l'ONU. Et puis, nous étions à peu près une vingtaine de personnes. Puis moi, j'étais la seule personne qui savait pas comment ça fonctionne, cette petite bébelle-là, qui est supposée nous comment on dit ça, là, nous rendre la vie facile. Pour le moment, c'est le contraire pour moi. Ça me rend la vie plus compliquée. Il faut que j'apprenne encore comment ça marche. Tu sais. J'ai même de la misère à ouvrir les machines des fois. Avec les applications qu'il y a, puis toute la maudite cochonnerie qui s'ensuit. Ça s'arrête hier, pas. J'avais pas de bon sens la difficulté que ça engendre, juste pour te mettre en ligne, juste pour te mettre en communication avec vous autres, là. Des fois, je vous traite gang de fatigants, là, tu sais. On est fatigants, ça c'est. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je suis chez nous, puis il y a personne chez nous. Il y a juste ma blonde. C'est vrai que des fois, elle est fatigante, là, mais ça, c'est correct, là, mais c'est un peu ça. Il y a énormément de choses que je voudrais vous parler. Attention. C'est fait pogner! Oh, tu écoutes ça, là! Elle
sais comment l'écouter. C'est très bon. Oh, petit Colin. Pris en flagrant délit. Mais, Ouais, c'est ça que ça fait, ces astuces. oui, c'est vrai que c'est ça que ça fait. Ça va dans ton intimité, tabarnouche, ça va pas Mais- de bon sens. Tu sais, moi, je me reconnaissais quand même beaucoup, tu sais, quand tu parlais des défis qu'on a, tu sais, de s'adapter continuellement au changement, puis en même temps de rester nous-mêmes. Mais je pense que ça concerne pas juste les Anishinabés. Peut-être que nous, on l'a pas encore tous réalisé, mais je pense que des fois, je trouve qu'on a beaucoup d'apprentissage à faire de vos réflexions. Puis je suis contente qu'on soit là pour en parler puis le partager, puis que ça se soit entendu, parce que je pense que c'est le genre de choses qui permet, à un moment donné, d'avoir un autre son de cloche sur ce qu'on fait, que ce qui nous revient nous-mêmes tout le temps aux oreilles, dans notre redondance, dans notre redondance qu'on se crée nous-mêmes, là. Je passerai peut-être la parole à Michael David, qui est vice-président de Wikimedia Canada. Si vous pouvez peut-être nous expliquer, parce que, bon, les Wikipédia, c'est un univers qui est quand même grand, qui est quand même complexe. C'est encyclopédique, en fait. Donc, l'objectif, c'est aussi de créer de l'information là, qui soit accessible. Fait que je vais te laisser l'expliquer, tu vas le faire mieux que moi. Fait que peut-être nous expliquer cet univers-là, puis aussi nous parler un peu des défis que vous avez là, en termes de diversité dans ces endroits numériques-là. Et, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est vrai que le monde de Wikimedia c'est un monde, il y a beaucoup de parties. En fait, le projet qui est probablement le plus connu, c'est Wikipédia. Je crois que tout le monde connaît Wikipédia maintenant. Et donc, en gros, Wikipédia, c'est un projet encyclopédie libre. C'est-à-dire que tout le monde peut participer. Le but de Wikipédia, c'est de faire la synthèse de la totalité des savoirs humains. Mais il y a quand même beaucoup de défis avec ce désir de résumer les savoirs humains. Et on voit notamment avec des communautés marginalisées, des communautés minoritaires, avec des femmes, principalement en raison des critères d'admissibilité dans Wikipédia et ce qui constitue une source. Donc, peut-être vous avez remarqué dans les articles Wikipédia, à la toute fin, il y a toujours des notes, des références, puis pendant que vous lisez l'article, il y a beaucoup de petits chiffres qui apparaissent à côté des phrases, mais ce sont des sources. Et souvent, en fait, il faut qu'on ait des sources secondaires pour pouvoir rédiger même des articles de Wikipédia. Et des sources, il faut qu'elles proviennent des sources fiables, reconnues. Mais le problème, c'est que souvent, des sources fiables reconnues proviennent des grands centres, donc pas forcément des régions éloignées, proviennent des grands médias et pas forcément des petits médias. Donc, si on prend l'exemple de la communauté queer du Québec, il y a une publication principale qui est le magazine Fugue pour la communauté. Parfois, est-ce que ça compte comme une source secondaire fiable ou pas? Ça, il y a toujours des débats là-dessus. Puis si on pense aux communautés autochtones qui ont beaucoup de sources orales, qui sont des sources fiables pour la communauté, mais dans le Wikipédia écrit, dans presque toutes les langues, les sources orales ne sont pas admises. Mais heureusement, il y avait quand même des projets qui ont vu le jour au Canada. La communauté Atikamekw a décidé de créer leur propre Wikipédia. Et les sources orales sont admises. Donc, il y a quand même un petit peu de l'espoir dans ces critères qui peuvent empêcher la création de certains contenus sur Wikipédia. À part de Wikipédia, il y a aussi d'autres projets comme Wikidata et Wikimedia Commons. Je crois que ce sont les deux autres projets les plus connus. Wikimedia Commons, c'est comme une médiathèque d'images, d'enregistrements sonores. Donc, on retrouve beaucoup de photos dans Wikimedia Commons. Et justement, avec Wikimedia Commons, c'est quand même une des manières que je trouve qui est la plus facile de diversifier la représentation photographique du monde. On peut prendre des photos de nos régions, des entreprises détenues par des collègues queer ou racisés. Et ensuite, on peut les téléverser dans Wikimedia Commons pour qu'on ait une représentation photographique de ces lieux et de ces espaces. Puis Wikidata, c'est le grand projet qui les relie tous ensemble, qui sert comme une sorte de base de données pour que les projets puissent communiquer entre eux. Donc, par exemple, on peut prendre le décès récent du prince Philippe. Si
les pages Wikipédia dans les langues différentes utilisent Wikidata pour alimenter la boîte informationnelle dans Wikipédia. On n'a que mettre à jour son date de décès dans sa notice Wikidata, puis ensuite ça va être mis à jour à travers tous les Wikipédia qui utilisent les infos de Wikidata. Puis vous avez sans doute vu Wikidata sans forcément savoir qu'il y a des données qui proviennent de Wikidata. Lorsqu'on fait une recherche Google, par exemple, pour avantage numérique, on voit une boîte qui apparaît dans la recherche Google. Il y a des données qui proviennent de Wikipédia, Wikidata là. Si on demande par exemple, Alexa ou Siri, c'est quoi la population du Québec? Souvent, ces données proviennent de Wikidata. Donc, Wikidata, c'est dans nos vies, mais c'est quand même un projet plus invisible, je dirais. Toi, t'en as fait pas mal, Émilie. Tu commences à avoir fait un peu de Wikipédia. Fait que, vu que en connaissant les enjeux qui sont locaux, liés aux régions, etc., puis en connaissant un peu les mécaniques, j'aimerais t'entendre ta réflexion sur tout ça, sur la diversité, puis comment on peut la promouvoir, parce qu'il y a quand même des freins, des limites, disons, des défis. Autant dans mon travail de journaliste et de Wikipédienne, je veux dire, parce que c'est proche, mais c'est pas pareil quand même comme démarche. Mais dans les deux cas, moi, personnellement, ce qui m'anime dans mes trips, dans tout le travail que je fais, c'est tout le temps de faire connaître la réalité aux gens de ce qui se passe chez nous. Pas uniquement, des fois je fais des choses sur ailleurs, mais l'idée c'est vraiment ça, que le monde sache c'est quoi vraiment l'Abitibi, tu sais. Puis c'est vraiment ça qui m'a attirée, entre autres, à parler des enjeux autochtones, dans le sens que dans un autre travail que j'ai eu, j'avais été beaucoup promenée dans les communautés. Puis je constatais que ce qu'on voyait dans les médias, ça reflétait pas ce que c'était vraiment. Parce que, tu sais, ce qui était, mettons, justement, je dis pas que ce qu'il y avait, c'était faux, mais ça représentait pas ce que c'était vraiment. Donc oui, il y a des moments de crise, oui, il y a des moments de grande détresse et tout ça. Mais moi, quand j'allais dans les communautés, c'était très amical, c'est tout le temps drôle, c'est tout le temps, tu sais, c'est beaucoup d'échanges, des idées intéressantes, des fois qui peuvent nous sembler farfelues, mais il y a tout le temps quelque chose de positif, en fait. Puis je vais faire une boucle avec ce que Richard a dit, c'est-à-dire que donc cet intérêt-là de la diversité est de plus en plus présent. Donc, que ce soit comme dans les médias, mais pas seulement dans les médias, dans plein d'organisations, dans justement Wikipédia aussi. Et ce que ça crée, quand Richard disait c'est difficile mais nécessaire, c'est nécessaire. Mais là, ce qu'on se retrouve, c'est que là, il y a des gens des communautés, Richard va pouvoir certainement le témoigner, qui là ils ont été comme ignorés pendant tellement longtemps. Et là, il y a comme un éveil. Puis là, oui, on veut vous connaître, là, on veut savoir. Les fatigants, c'est comme, ça fait pouf. Puis là, il y a comme une sursollicitation, là. Tu sais, Richard peut sûrement le dire, là. Tout le monde veut y parler tout le temps. On veut entendre sa voix, on veut le voir. C'est super, mais tu sais, il faut quand même comprendre que là, il y a comme logistiquement aussi quelque chose que ça crée, là, tu sais. Donc, il y a des gens qui deviennent super sollicités, donc les gens qui sont plus faciles d'accès. Donc, plus on entend parler de quelqu'un, bien là, on va automatiquement vers ces personnes-là. Puis moi, dans le fond, dans les dernières années, je me suis promenée dans les classes de journalisme. J'ai fait des conférences. Puis là, on est sur le point de faire une formation avec l'UQAT qui s'adresse aux journalistes pour améliorer la couverture médiatique des enjeux autochtones. Et moi, ce que je dis, c'est, pour essayer d'enlever une certaine charge à ces gens-là, oui, c'est correct de vouloir apprendre puis de vouloir la diversité puis tout ça, c'est le fun, mais là, si on veut faire un vrai portrait de ce que c'est cette diversité-là, c'est d'aller vers les bonnes personnes. Donc, pour faire ça, il faut avoir un minimum de connaissances. Si on veut parler de la communauté de Lac-Simon, si on veut parler des Cris, si on veut parler des Atikamekw, est-ce que c'est nécessairement Richard Kistabiche qu'il faut appeler? On peut l'appeler pour plein d'affaires, mais est-ce que c'est lui? Pourquoi on ne va pas à Lac-Simon et qu'on ne va pas parler aux gens de Lac-Simon?
Tu sais, si on veut parler vous voyez un exemple, donc si on veut parler de culture autochtone, on va aller, pourquoi pas aller voir des artistes autochtones. Si on veut parler de sport dans les communautés, vous voyez, donc il y a beaucoup de diversité dans la diversité. Et ça, on peut pas bien la représenter si on connaît pas ce que c'est. Donc là, je dirais que donc il y a comme une soif d'apprendre, mais vu qu'on n'a pas appris, ben on fait ça un petit peu, des fois bien, mais des fois maladroitement, tu sais. Là, ben c'est un petit peu ça qu'il faut améliorer, je dirais. C'est pour ça qu'on rit tant. C'est ça, hein? À cause de notre maladresse. Ben, il y a des pas des malaises, mais c'est des malaises qui sont drôles. Quand quelqu'un arrive, puis on le regarde, tu sais, puis là, parce qu'il est nerveux ou je sais pas, parce qu'il ignore ou parce qu'il y a quelque chose, il veut avoir quelque chose, mais il sait pas comment l'aborder. Il y a pas beaucoup d'opportunités qui s'adressent pour ces gens-là pour aller dans les communautés. En fait, il y en a presque pas. Tu sais, moi, je suis avec une amie, ça fait 25 ans, 30 ans qu'elle vient chez nous, tu sais, puis qu'il n'y a pas de problème, la connexion se fait au naturel. Puis il y en a de ses amis à elle qui veulent faire la même chose, puis ils sont comme stallés, ils savent pas comment procéder. Ils sont muets, ils sont mal à l'aise, puis ils sont drôles. Fait qu'on rit d'eux autres. C'est un plaisir. On est bien heureux de vous divertir. Oui, j'ai toujours dit que le premier cadeau que le Créateur nous a donné à nous, Anishinaabe, c'est le sens de l'humour. Si on n'avait pas ce sens de l'humour-là, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. C'est sûr, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Et ça se voit que c'est le premier cadeau. En fait, que c'est peut-être le seul cadeau que le Créateur nous a donné, là, tu sais, parce que c'est drôle. Ben, il y en a qui ont eu des bébés dans vous autres, là, des petits bébés, tu sais, les premiers pas qu'ils font, là. Comment est-ce qu'ils sont drôles quand ils se pètent la gueule, là? Hein? C'est drôle, pareil. Mais en même temps, le bébé il broye, mais on rit pareil, même s'il broye, tu sais. Ben, c'est la même chose. On vous voit exactement de la même manière. Vous rentrez chez nous, puis vous trébuchez, vous pétez à la gueule, puis il y en a qui se mettent à pleurer tellement qu'ils sont, comment je dirais, inconfortables dans l'introduction. Mais c'est tout un... Moi, je compare toujours que vous avez traversé de nous, c'est moi aussi mon explication à moi, chez nous, mon monde à moi. On a été longtemps dans le désert. On a marché longtemps, on a réussi à survivre. Puis tout d'un coup, on nous demande toutes sortes d'affaires, tu sais. D'un coup, on se sent qu'on est indien, là, tu sais, puis qu'on a une langue, qu'on a une culture, qu'on sait des choses. Puis là, ben, on en veut de ça, on veut nourrir ça, mais on peut pas le nourrir continuellement. On va se tuer à faire ça. On va se noyer à faire ça. Alors, il faut aller tranquillement. C'est l'approche que moi je prends avec ma gang, tu sais, qui à un moment donné se font dire tu es un Indien. J'utilise le mot-là Indien, moi, parce qu'il y a une signification pour moi que je pourrais vous raconter un peu plus tard si on a le temps, là, avec qui ont 1h moins. Mais les Indiens, dès qu'ils se réveillent, puis qu'ils se sentent appréciés, puis qu'ils se sentent qu'ils ont quelque chose, puis qu'ils sont différents, puis tout d'un coup, ils commencent à sentir de la valorisation, augmenter leur estime de soi. Puis des fois, ils veulent en faire trop. Puis quand ils en font trop, ben, ils réussissent pas à en faire. Tout simplement. Ils tombent. Puis ils ont de la misère à se relever à partir de là. Quand j'y rencontre les différentes autorités dans le monde de la culture, moi, ils me posent toujours cette crise de question-là. Ils disent,
quel impact que ça va avoir dans la communauté, ça, vos projets? Puis là, c'est une question d'ignorance complète et totale de notre histoire que de poser ça. Des fois, le gouvernement, il nous donne des sous, mais ils veulent avoir une espèce de gros feu d'artifice qui va dire, voici notre culture, tu sais. Mais ils se trompent en tabarnouche en faisant ça parce que toute la misère qu'on a eue, toutes les affaires qu'on a subies, ça prend du temps pour que ça parte, ça. Quand j'ai parlé l'autre jour avec les Atikamekw, Mr. Miller, j'ai parlé avec eux autres l'autre jour, mais c'est drôle, la conversation qu'on avait avec Wikimedia, il y avait un bonhomme de Wiki là-dedans, puis il y en avait d'autres académiciens, puis il y avait surtout des Atikamekw dans le décor aussi. Puis à un moment donné, j'ai commencé à parler avec eux autres de notre concept, tu sais, le mot, juste comme le mot bienvenue. En Abitibi, là, le mot bienvenue en Anishinaabe, c'est pas ça, pas en tout. Tu sais, quand on réfléchit comme fou. Puis avec les Atikamekw, c'était pareil aussi. Mirobijag, c'est pas notre concept. Ça n'existe pas, ça, ces affaires-là. On envoie ça partout, ce mot-là, Minubijag. Même à l'université, la maison du savoir. Je ris bien de Vincent Rousseau de ce temps-là, avec ce mot-là. Ben oui, ça on le salue, Vincent, j'espère qu'il nous écoute. Ça n'a pas de bon sens d'écrire des mots de même dans une institution comme celle-là. C'est afficher un peu son ignorance, peut-être, là, mais ça fait rien. Au moins, il a fait un petit effort, au moins. Ouais, c'est drôle. Moi, je ris à chaque fois quand je vois ce mot-là. C'est la tradition littéraire de bienvenue. Excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Minopijag? Puis bienvenue. OK. Mais le concept n'existe pas, c'est ça, je comprends? Non. Le concept n'existe pas. Okay. Minopijag, ça ne marche pas. Vous êtes toujours les bienvenus, dans le fond. Il n'y a pas besoin de le dire. Pas besoin de le dire. Vous avez juste à faire les bons moves. Utiliser les bons mots. J'aime bien ça, mais écœurer le monde avec ces petites affaires-là, tu sais. Quand je dis écœurer, c'est pas pour écœurer comme tel, là, mais c'est pour avoir du fun. C'est le seul moyen que je connais, moi, pour apprendre. Chez nous, c'est comme ça que j'ai appris ma langue. On riait de moi. Mais quand j'ai appris le français, il fallait pas rire. René joue avec son ballon. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Oh, j'ai aucune idée de ce que ça voulait dire au début. René joue avec son ballon. Wow! Fait que j'ai appris le français par cœur. Il aurait fallu que j'apprenne votre mode de vie avant, mais je l'ai appris par cœur. Tous les mots, je les ai appris par cœur. Il y en a qui faisaient pas de sens, là, comme le mot mou. Quand c'est mou. Dès qu'on entendait ce mot-là en français, mou, toute la classe se riait. Puis, à un moment donné, le professeur, il me s'est demandé, il dit, pourquoi vous riez quand je dis mou? Parce que mou, c'est de la merde. C'est de la merde. On parle de mou, wow. C'est bien donc mou, ça, cette affaire-là. C'est un mot que vous avez appris vite. C'est un mot qu'il ne fallait pas utiliser trop souvent. Non, hein? Même si c'était de la merde. Mais tu sais, moi, ce qui me frappe, c'est de voir comme les défis qu'il peut y avoir parce que, tu sais, il y a comme toute cette culture-là qui est même pas découvrable tu sais, qui est difficile à découvrir déjà sur le terrain puis qu'on méconnaît tellement. En même temps, toutes les compétences que, tu sais, ça prend aussi puis toutes les connaissances techniques pour être capable de mettre nos informations. Tu sais, ben, j'aimais ton angle, Émilie, dans le sens que, tu sais, la curiosité est quand même une bonne option, là, dans ce cas-ci, là. Ouais, oui. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, oui, c'est ça. Puis, tu sais, peut-être, Michael David pourrait aussi en parler, peut-être par rapport
à ça aussi des bêtises peut-être qui se font dans du vocabulaire. Puis en fait, moi, j'ai fait un échange avec un journaliste Anishinaabe, mais qui est du côté de l'Ontario. Puis lui, il a développé un outil en ligne, justement. Donc, comme on est beaucoup dans le numérique, donc il a développé un outil en ligne qui s'adresse aux journalistes. Là, pour le moment, il est surtout en anglais, mais il est en train de traduire ça. Un peu comme... parce que la curiosité, puis acquérir des connaissances, il faut prendre le temps. Puis, ben, selon les réalités de chacun, c'est pas tout le monde... moi, des fois, je dis aux gens... particulièrement aux journalistes, là, on se fait beaucoup critiquer dans le travail, puis sur toutes sortes d'affaires, sur la diversité, mais sur plein d'autres affaires, la science, en tout cas tout ça. Des fois, je dis, ben, un journaliste, c'est pas un doctorant, premièrement. Là. Fait que ça, c'est une première chose. Fait que, tu sais, la réalité du journaliste, c'est d'apprendre rapidement beaucoup de choses et d'une façon fiable et après ça, de le communiquer au public. C'est un défi énorme dans des réalités. Puis moi, mon travail de pigiste fait en sorte que j'ai ralenti beaucoup le rythme de mon travail. Mais quand je travaillais à Radio-Canada, je me levais le matin, je me brossais les dents, j'avais aucune idée de ce que j'allais parler dans la journée. J'arrivais à la station, puis je pouvais me dire, OK, tu prends ton auto, tu s'en vas à Lac-Simon parce que on bloque le chemin des travailleurs sociaux, tu sais. Puis là, OK, là, il faut que j'apprenne pourquoi. Puis là, tu sais, fait que, tu sais, il y a tellement d'affaires. Puis là, tu sais, à midi, il faut que j'explique ça au public, là. Fait que, tu sais, puis probablement qu'à 9h, il faut que j'aille tweeter là-dessus. Puis, tu sais, fait que, puis même midi, je vous dis, c'est tard. Peut-être qu'à 10h, il aurait fallu que je sois en direct, tu sais. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est un rythme tellement vite. Fait que de là, tu sais, la diversité du contenu, mais la diversité des contenants est bonne aussi pour s'outiller à notre diversité des contenus. Puis même, là, je passerais la rondelle à Michael David parce que lui, la façon qu'il fait son wiki contribue à ça, à faire une diversité, peut-être plus en termes de diversité sexuelle. Là. Mais wiki permet ça, justement, d'avoir quelque chose d'un peu plus, contrairement à ce que les gens peuvent penser, de peu plus recherché et posé, si c'est bien fait. Mais tout à fait, je suis d'accord avec toi, Émilie. C'est créer des contenus sur Wikipédia, c'est beaucoup de travail et toi, tu le sais très, très bien dans ces derniers 7 mois, je crois, depuis le mois de septembre. C'est beaucoup de travail, mais où on réfléchit beaucoup sur le contenu qu'on va écrire. Et tu as probablement vu ça aussi, qu'il y a un fort lien important entre les journalistes et les gens qui veulent contribuer à Wikipédia. Et ça, c'est une chose qu'on se rend compte qui est très difficile. Tout à l'heure, j'ai parlé des sources secondaires. S'il n'y a pas un article de journal, si Radio-Canada n'avait pas écrit quelque chose sur une communauté particulière, s'il n'y a pas de livres scientifiques ou articles scientifiques ou articles de magazines qui existent sur un sujet, ben, dans les règles actuelles, dans Wikipédia en français et en anglais, c'est impossible de rédiger un article de Wikipédia sur ce sujet-là. Par exemple, on ne peut pas aller à une personne qui est encore vivante et demander c'est quoi votre âge de naissance et ça fonctionne comme une source. Il faut que ça soit écrit quelque part. Mais le problème là, c'est que de temps en temps, on voit une date de naissance qui est erronée, mais c'est la seule source qui existe sur cette personne-là. Donc, on est obligé d'utiliser ça, même si on sait que l'âge est erroné en raison de ces règles. Tout à l'heure, Émilie, tu avais parlé de la manière de nommer des choses et de peut-être on fait des erreurs lorsqu'on utilise des mots. Et on voit en fait tous les débats de la société ont lieu également dans les articles de Wikipédia. Donc, qu'est-ce qu'on devrait dire pour décrire... une communauté va être décrite d'une telle manière, mais les scientifiques ou les grands médias les ont décrits d'une telle manière pendant longtemps. Donc, il y a un bassin d'écrits qui sont plus forts sur cette manière de nommer une communauté. Mais la communauté a décidé qu'elle veut être nommée de telle manière. Donc, il y a souvent une sorte de transition qui se fait dans les articles de Wikipédia. On va voir des mots démodés, c'est sûr. Je pense notamment à
On utilise beaucoup plus la communauté, le terme queer pour décrire l'ensemble de la communauté LGBTQ+, etc. Mais il n'y a pas de consensus là-dessus aussi. Et ce qui pose souvent des défis intéressants dans l'univers Wikipédia parce que c'est un univers de consensus. Donc, il faut toujours qu'on trouve un consensus sur ce comment on veut appeler quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile. Mais oui, je crois que je commence à perdre mon fil de pensée, mais ce que je trouve, si je peux me permettre, Michael David, puis on l'a vu, je pense, Émilie, avec le Wiki Club du Croissant Boréal, on parle de culture dominante, de culture un peu plus sous-représentée, notamment sur Wikipédia. C'est qu'admettons, si j'écris un article sur Wikipédia, après, si quelqu'un décide que cet article, ou cette personne sur laquelle j'écris un article n'a pas sa place parce que techniquement, il est pas, comment on pourrait dire... il n'est pas sourcé. Notable. Il n'est pas notable, c'est ça. Il n'est pas notable. Là, tu as comme un vote qui se fait, mais techniquement, si la culture dominante vote plus, je ne sais pas si j'utilise le bon terme en utilisant le terme culture dominante, mais si ces personnes votent plus, techniquement, l'article qui va être très, très important, je pense, pour Ville-Marie, par exemple, en Abitibi, ou pour quelqu'un, ne va pas se retrouver sur Wikipédia. Alors que pourtant, pour cette culture-là, elle est très, très importante, puis il mérite d'être sur Wikipédia. Donc, il y a ça aussi que je trouve des fois un peu... ça empêche un peu d'avancer sur ces sujets-là. Puis, je ne sais pas si tu as des chiffres, Michael David, mais c'est quoi, comme les chiffres sur Wikipédia, un peu, c'est quoi la représentation, notamment des femmes, par exemple, mais des cultures un peu plus minoritaires? C'est pas tous les chiffres que je te demande, c'est plus si tu as quelque chose pour représentation. J'ai 8 pages de chiffres, je vais vous le... je vais tout lire. Non, mais tu as tout à fait raison sur cette idée d'une culture dominante parce que le consensus, il faut qu'on trouve un consensus dans la rédaction des articles ou dans les articles qui sont proposés à la suppression. Donc, ce qui peut être problématique pour les cultures qui ne font pas partie de l'Hexagone. L'Hexagone étant la France. Je n'attaque pas du tout la France, là, je veux juste faire un petit topo là-dessus. Attention, hein. Mais on a à peu près 80% des contributeurs. On ne connaît pas des chiffres exacts. Les dernières fois où j'ai vu ces chiffres, c'était en 2010, donc, mais il n'y avait pas de mise à jour de nombre de contributeurs que j'ai trouvé jusqu'à date qui parlent de la division des contributeurs à travers la francophonie. Mais pour le moment, à peu près 90, peut-être même plus, des contributeurs proviennent de la France. Et j'utilise contributeurs parce que 90% des personnes qui contribuent à la Wikipédia en français sont des hommes. À peu près 8 à 9% s'identifient en tant que femmes et il y a 1% qui s'identifient en tant que personne non binaire ou ne déclarent pas forcément leur genre. Et ça, c'est selon une étude qui a été effectuée en 2018 sur un échantillon, je crois que j'utilise le bon terme, d'à peu près 4000 contributeurs que la Fondation Wikimedia avait effectué d'une manière globale, qui représente, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre les langues. Donc, c'est à peu près la même chose en anglais, en espagnol, etc. Tu avais demandé quelques chiffres. Juste en termes de la représentation des régions, je peux vous dire qu'à date, on a c'est à peu près 30-35 000 articles qui portent sur le Québec. Il y a 678 articles qui portent sur l'Abitibi-Témiscamingue. Mais si on regarde la quantité d'articles qui portent sur nos voisins du Sud, sur l'ensemble des à peu près 2 millions d'articles dans Wikipédia, il y a plus que 200 000 qui portent sur les États-Unis. Et je crois que pour le Québec, c'est 30 000. Et pour le Canada, qui exclut le Québec, il y a 36 000. Donc, il y a à peu près 60 000, presque 70 000 articles qui portent sur le Canada dans la Wikipédia en français. Mais on voit qu'il y a certains sujets qui sont beaucoup plus privilégiés. Peut-être c'est une américanophobie de la part de nos amis de l'Europe. Donc, ils écrivent beaucoup plus sur les États-Unis. Mais il y a, à mon avis, un manque criant de contenu qui porte sur le Canada, de l'ensemble de ces cultures différentes, sa francophonie, son anglophonie, son autochtonie. Il y a, quand je vois ces chiffres, ça
Ça me choque. Puis si on regarde une communauté marginalisée dans laquelle moi je travaille beaucoup, la communauté LGBTQ+, il y a à peu près 150 articles qui portent sur la communauté LGBTQ+, au Québec. Mais si je regarde les États-Unis, il y a plus que 2000 articles en français qui portent sur la communauté LGBTQ+, des États-Unis. Donc, il y a, peut-être c'est parce que la culture pop américaine est très, très influente et le monde s'intéresse beaucoup à ça, mais les pays francophones sont extrêmement surreprésentés dans le Wikipédia en français, tandis que les pays anglophones sont intéressants, sont surreprésentés. Au moins, c'est un petit peu ça comment je vois cette distribution d'articles d'une manière géographique. On se retrouve pas forcément dans Wikipédia, qui est quand même le site informationnel le plus consulté dans presque toutes les langues. Et je vais terminer là avec une petite anecdote qui m'a beaucoup motivé à participer dans Wikipédia. Dans cette idée que je pensais à des jeunes. Je pensais surtout aux jeunes queer, des jeunes LGBT. S'ils commencent à faire des recherches sur la réalité dans Wikipédia ou sur l'Internet, ils vont faire des recherches Google, puis ils vont tomber sur des articles Wikipédia, puis ils se rendent compte qu'il n'y a rien qui porte sur le Québec ou le Canada. Et surtout, il n'y a rien qui est en français sur la réalité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont tourner vers d'autres langues pour définir ou décrire la réalité? Et si cette langue, parce que j'ai un souci aussi pour les transferts linguistiques vers l'anglais, si le seul Wikipédia qui parle beaucoup des enjeux et réalités LGBTQ+, c'est en anglais, est-ce que ça veut dire que cette jeune communauté-là, que ce soit en français, en portugais, dans une autre langue, décide à s'angliciser parce qu'ils ont cette idée que cette réalité n'existe que dans cette langue-là? Donc, ça m'a poussé à commencer à contribuer surtout aux réalités québécoises LGBTQ+. C'est très intéressant. Puis, tu sais, de là, en fait, l'idée de peut-être continuer à faire des wikis pour que les gens puissent se retrouver eux-mêmes, retrouver leur culture. Puis en même temps, ça permet de mieux connaître ce qui nous entoure puis de mieux se faire connaître les uns les autres. Après la Wapikonie mobile, peut-être une Wikikonie mobile, qui sait, nous verrons bien. Ça pourrait être le fun. Malheureusement, on a déjà dépassé. Moi, je trouvais ça passionnant comme discussion. Alors, j'avais trop envie de vous écouter. Mais là, on a déjà dépassé notre heure. Donc, c'est ce qui va mettre fin à cette émission aujourd'hui qui pourrait avoir une prise 2, j'en suis convaincue. Camille, je pense que tu avais une petite suggestion de lecture pour nous. Hein? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de représentation dans les médias numériques, mais il y a aussi la place, par exemple. Et là, c'est un exemple parce que mon livre s'appuie là-dessus, c'est la place des femmes dans la construction et dans la production de ces technologies. Puis j'utilise femmes parce qu'effectivement, je parle de femmes parce que mon livre en parle, mais ça peut être de toute autre culture, minorité, etc. Et mon livre, en fin de compte, ça s'appelle « Les oubliés du numérique ». C'est écrit par Isabelle Collet. En fin de compte, puis elle va retracer effectivement la place de la femme, notamment comment, en fin de compte, dans les nouvelles technologies, aujourd'hui, les filières, par exemple, pour les créer, parlent plus aux hommes, en fin de compte, alors qu'à la base, les technologies, les premiers ordinateurs ont été créés pour les femmes parce que c'était les secrétaires qui utilisaient les premiers ordinateurs. Donc, c'est tout ça qu'elle amène. Je trouve ça très, très intéressant. Puis elle parle aussi d'autres minorités. Puis, pour conclure un peu cette partie, moi, j'ai sélectionné 2 phrases que je trouve très intéressantes puis que je trouve qu'il faudra avoir en tête un peu tout le temps. Alors, les voici. J'ai perdu ma phrase, ça commencerait très bien. Non, c'est là. Il y a bien en informatique, comme dans le reste des sciences et techniques, une fabrication du genre, donc des traditions, des normes, des habitudes et des règles institutionnelles qui s'alignent sur une partie des valeurs de la masculinité hégémonique. En retour, les compétences informatiques renforcent le pouvoir de ceux et de celles qui l'exercent. Seule une remise en question fondamentale du système qui produit ces normes et cette hiérarchie permettrait de dégenrer le numérique. Ensuite, la seconde phrase, « Nous sommes tous et toutes victimes des stéréotypes de sexe ou autres, mais nous en sommes aussi tous et toutes les promoteurs involontaires, à nous de les reconnaître pour pouvoir nous en défaire. » Voilà.
Merci. C'est bon. On va les mettre, j'imagine, sur notre site. Fait que vous allez tous pouvoir retrouver ça. J'en profite pour remercier tout le monde d'avoir été là et aussi te remercier, Camille. D'habitude, je te donne toujours un qualificatif. Là, j'ai dit, je vais attendre à la fin de l'émission cette fois-ci pour écouter ce qu'elle a à nous dire. Alors, merci à ma co-animatrice chouchou, la révolutionnaire Camille Barboteau. Oui, j'avoue que c'est vraiment intéressant de mettre ce petit... mot à la fin, c'est parfait. Nous, pour conclure, merci. Déjà, merci beaucoup, Maude. Merci à vous trois et à vous, public. On vous invite bien évidemment à assister aux conférences de Émilie et Richard demain, durant la journée de conférence du Forum Avantage Numérique. Il reste encore des places. Alors, si vous voulez en prendre, rendez-vous sur le site internet forum.avantagenumérique.org. Je sais pas, toi, si Michael, David, tu as une petite invitation aux gens à aller consulter Wikipédia, puis je sais pas, mais participer à cette encyclopédie Wikipédia, puis allez voir, renseignez-vous, c'est vraiment un univers très, très intéressant. Puis, je vous invite aussi forcément à réécouter cette émission sur Apple Podcast et retrouver nos contenus autour du podcast sur notre site internet avantagenumérique.org. Et là, c'est là que je vais sortir ma voix de radio. Je vais commencer par remercier vraiment chaleureusement tous nos invités d'avoir été là. Michael, David, Émilie et Richard, là, ça a été vraiment très agréable d'échanger avec vous. Puis vous êtes les bienvenus à revenir à Mojito Electro, aux fans, à tout ce que vous voulez. On adore ça, jaser avec vous. Alors maintenant, je vais remercier l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Camille Barboteau à la promotion et au contenu. David Bérubé et Maverick Floquet à la technique. On leur a donné du défi. C'est comme un défi qui est une courbe ascendante et il s'en sort toujours haut la main. La musique d'introduction et de fin, qui est une création de l'artiste Anishinaabe Dominique Lafontaine. Donc, on est très content qu'il ait accepté de collaborer avec nous sur l'émission. Merci aux partenaires financiers de la communauté Avantage Numérique qui ont rendu possible la production de ces émissions. Le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, l'administration régionale de la baie James et le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Merci à tous ceux qui nous écoutent à la maison, en live, en différé. No matter what. Merci pour l'encouragement. Je vais reprendre mon souffle. On espère que... Respire. Oui. Ben écoute, je m'en viens pas pire. Oui, vraiment. Je commence à les connaître, disons. On espère que vous avez passé un super de beau moment. Puis n'hésitez pas à nous donner du feedback sur les émissions, à continuer la discussion sur nos différents réseaux. Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Et merci à toi, Camille. Est-ce qu'on se revoit, on espère, une prochaine fois bientôt? Oui. Moi, je pense qu'à l'automne, on devrait être capable de reprendre un mojito pendant une émission. Puis donc merci à toi. Puis je vais donc vous laisser et on va terminer avec After Work de Dominique Lafontaine. Miigwech, merci à toi.